Kremlin lui dit qu'il veut nouer des relations qui se basent sur le droit international et non pas sur des règles établies par des pays en particulier, et notamment par les États-Unis. Donc c'est de l'anti-Occident. Clairement. Et bon, alors on peut trouver un peu ironique le fait que la Russie dit vouloir baser sa politique sur le respect du droit international, puisque ça n'a pas tout à fait été le cas lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Mais c'est le discours, effectivement, de dire que ce sont les États-Unis qui violent le droit international avec la guerre d'Irak et la Russie ne parle pas de ses propres violations. En même temps, je ne suis pas sûr que tous les pays soient d'accord. Ils sont d'accord sur un point, que les Occidentaux ne fixent pas les règles pour tout le monde, mais il y a des pays dans les BRICS qui n'ont pas envie d'être anti-occidentaux, qui ont envie d'avoir des relations avec le monde occidental, mais des relations plus indépendantes, plus libres, et notamment le Brésil, et notamment l'Inde d'ailleurs, et même la Chine. Et en fait, il y aura peut-être un petit souci à ce sommet entre Chinois et Russes, c'est la présence de militaires nord-coréens pour se battre aux côtés des Russes en Ukraine, parce que je ne suis pas sûr que les Chinois soient ravis de cette alliance entre la Corée du Nord et la Russie, qui nécessairement inquiète les Japonais, inquiète les Sud-Coréens, et va demander un renforcement de la présence américaine. D'ailleurs, qui n'a pas été confirmé par les Nord-Coréens. Oui, mais enfin, on sait qu'il y a quand même un axe, il y a une alliance, Poutine est allé à Pyongyang. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas un bloc, même la Russie et la Chine n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Et les BRICS, alors, au fur et à mesure qu'ils vont s'élargir, ça sera aussi de plus en plus flou. Ceci étant, ce qu'ils ont en commun, c'est un partenariat pour que les Occidentaux ne fixent pas seuls les règles du monde. C'est une sorte de concurrence tout de même. Alexandre Kateb, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un peu l'économiste de ce plateau, fondateur du cabinet Multipolarity. Vous tombez bien. Ces BRICS, donc on disait, la première expression des BRICS, c'est Jim O'Neill, un économiste de Goldman Sachs. Ça, c'était en 2001, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu les BRIC. Il n'y avait pas de S, puisqu'il n'y avait pas l'Afrique du Sud. Ça, c'était 2009 à Ekaterinbourg, en Russie. Et ensuite, les BRIC sont devenus BRICS, avec donc l'Afrique du Sud, en 2018. Et maintenant, il y a encore 4 pays en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que sont ces BRICS, finalement ? Les BRICS, en fait, portent une dynamique séculaire qui s'est accélérée au XXIe siècle, de désoccidentalisation, finalement, de l'économie mondiale et de rééquilibrage de puissance entre les grands pôles existants comme l'Europe, les États-Unis ou le Japon et ce qu'on appelle les puissances émergentes, notamment la Chine, qui a porté tout ce mouvement, mais d'autres pays comme le Brésil, l'Inde et la Russie, qui, pour différentes raisons, s'est agrégé à cet ensemble. Donc c'est cette volonté en fait de désoccidentaliser l'économie mondiale et l'ordre économique et financier international. 44% de la population mondiale, 28% du territoire mondial et 27% du PIB. Donc c'est au-dessus, c'est plus que le G7. La Thaïlande, la Malaisie, maintenant la Turquie, l'Azerbaïdjan, enfin ce sont des demandes d'adhésion de tous ces pays. Pourquoi est-ce que c'est attractif ? Ces pays sont attirés par les nouvelles dynamiques qui sont portées par les BRICS, notamment les nouveaux instruments monétaires et financiers qui sont en cours de création et qui pourraient un jour concurrencer le dollar. On n'est pas loin de ça encore, de la concurrence. On est loin d'une remise en cause, si vous voulez, de la suprématie du dollar. En revanche, il y a des solutions techniques qui sont élaborées et qui constituent une sorte de dédollarisation par le bas qui permettent en fait à ces pays de conduire des transactions commerciales et financières entre eux, sans passer par des banques correspondantes aux États-Unis ou en Europe, et donc sans être soumises aux sanctions, puisque le premier objectif, c'était ça, c'était de réduire le risque des sanctions qui, on le sait, peuvent toucher demain d'autres pays comme l'Inde, le Brésil, etc. Et ça, c'est essentiellement pour la Russie, avec en plus un renforcement, monsieur l'ambassadeur, des sanctions aujourd'hui de Janet Yellen, puisque la secrétaire au Trésor a affirmé que les États-Unis allaient encore renforcer les sanctions, non seulement sur la Russie, mais aussi sur les pays comme justement la Chine, peut-être, en tout cas les pays qui aident la Russie dans le conflit en Ukraine. Oui, moi je suis honnête, j'ai un problème avec le mot désoccidentalisation. Parce que on ne peut pas tout à fait faire quand même comme si le système international ne dépendait que des États-Unis. Il y a un truc qui s'appelle les Nations Unies, qui a une assemblée générale, et qui simplement a dégagé, on l'a vu au moment des votes sur la guerre d'Ukraine, une immense majorité contre la Russie et contre ce que faisait Vladimir Poutine. 140 voix, je le rappelle, sur 180. Alors pas justement l'Afrique du Sud qui est présente. Je finis. Deuxièmement, il y a une organisation économique qui n'est pas le G7. Celle qui compte aujourd'hui, c'est le G20. Et le G20, il y a, vous le savez, beaucoup de pays du Sud. Bien. Ensuite, quand on parle de monnaie, moi je pense que c'est extrêmement intéressant. Le jour où l'Arabie Saoudite acceptera de vendre
en yuan, en rouble ou en lire turque. Oui. Dans certains cas, d'accord, vous dites le yuan, nous sommes d'accord. Quand il s'agira de la lire turque ou du rouble russe, moi j'ai quand même un léger soupçon. Donc je pense que pour moi, compte tenu de tout ce qui a été dit, au fond il y a 3 réunions des BRICS. Il y a celle de la Russie, dont l'objectif est simplement de montrer que Vladimir Poutine reste un grand dirigeant du monde. Il y a celle de la Chine, et ça s'intègre parfaitement aux stratégies de l'initiative Ceinture et Route, ce qu'on appelle chez nous les nouvelles routes de la soie. Et puis, il y a le besoin des pays émergés de se montrer partout où il se passe quelque chose, parce que quand on est des grands pays aujourd'hui, comme l'Indonésie, comme le Brésil, comme la Thaïlande, on a envie d'en être, et c'est tout à fait normal. Et vous appelez pays émergés, non pas pays émergents. Oui, parce que je pense qu'il faut arrêter de dire émergent, oui. On va écouter justement Xi Jinping, le président chinois, qui donc s'est exprimé à l'arrivée, tout simplement à Kazan. Le monde subit des changements profonds sans précédent depuis un siècle. Et la situation internationale devient chaotique et entremêlée. Mais je suis fermement convaincu que l'amitié profonde qui unit la Chine et la Russie, de génération en génération, ne changera pas. La responsabilité de servir le peuple ne changera pas. Et Navolochine, il y a tout de même un rapprochement idéologique quand même entre la Chine et la Russie. Enfin, on a cette impression que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont quand même une vision idéologique contre l'Occident. Oui, il y a un vrai rapprochement idéologique. 1 an après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Chine a présenté un plan de paix en 12 points où la Russie n'était pas qualifiée d'agresseur de l'Ukraine. Tout au long de cette guerre, le discours chinois est quand même d'inverser les responsabilités, surtout le discours qui est orienté à l'intérieur de son pays, d'appeler ça effectivement une opération militaire spéciale, d'avoir une rhétorique qui est très semblable pour ce qui concerne Taïwan, en disant qu'il faudrait une opération militaire spéciale quasiment de dénazification de la péninsule. Donc effectivement, la Chine joue un peu sur les 2 tableaux, parce que le 29 mai, elle a quand même voté une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine, mais dans le même temps, en septembre, par exemple, il y a eu des exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine dans toutes les mers du monde, jamais sans précédent depuis une trentaine d'années. On a eu Andrei Belousov qui s'est rendu en Chine et qui a réitéré cette volonté de coopération militaire le jour même où la Chine démarrait des exercices militaires avec un scénario de reprise de Taïwan au large des côtes de Taïwan. Il y a aussi toute l'aide militaire apportée par la Chine à la Russie, malgré justement les sanctions, avec les composants électroniques, avec les moteurs pour les drones, les missiles balistiques. Donc il y a d'abord le discours chinois qui a tendance à jouer un peu la neutralité en disant qu'il faut la paix dans le monde, qu'il faut que toutes les parties, qu'il faut résoudre le conflit par la voie diplomatique, mais il y a de l'autre côté les discours orientés vers les auditoires nationaux et la coopération militaire qui est en train d'accroître et qui est assez inquiétante. Pascal Boniface, donc il y a un rapprochement tout de même, enfin assez clair dans le discours en tout cas. Est-ce que oui, depuis assez longtemps. Enfin, c'est vrai que beaucoup disent on a rejeté un peu la Russie dans les bras de la Chine. Disons que c'est qui est le chef des BRICS, c'est la Chine ou la Russie? C'est la Chine. La Russie n'a pas le poids. Elle n'a pas le poids économique de la Chine. La Russie l'admet. En fait, la Russie est devenue faible par rapport à la Chine, et la guerre en Ukraine a aussi affaibli. Elle a gagné territoire, mais elle a affaibli la Russie, ce qui fait que dans la relation bilatérale, le rapport de force entre Pékin et Moscou est beaucoup plus à l'avantage de Pékin. Et sur les 20 dernières années, c'est sidérant combien ces pays étaient économiquement sur le même niveau. Et là, le PIB chinois, c'est 10 fois le PIB russe. Donc, ces 2 grandes puissances, parce que c'est 2 pays nucléaires qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, mais ils ne pèsent pas du même poids. Par ailleurs, la Chine veut commercer avec l'Europe, veut commercer avec les États-Unis. La Chine n'est pas dans la même position. Elle exporte des produits industriels. Elle exporte pas que du pétrole qui peut aller un peu n'importe où. Elle exporte des produits industriels et des produits de consommation qui peuvent surtout aller dans les pays riches dont elle a besoin. Par contre, ce qui est certain, c'est que les Chinois ne peuvent pas accepter un échec de Poutine, parce qu'ils ne veulent pas voir un régime pro-occidental à Moscou qui serait à ses frontières. Et donc, je crois qu'ils n'ont pas apprécié la guerre en Ukraine qui vient peu perturber les plans. Pour eux, ils vont devenir numéro 1 sans la guerre, et donc la guerre vient un peu renforcer les Occidentaux. C'est pas une bonne chose. Ça augmente le prix de l'alimentation, ça augmente le prix de l'énergie. Mais même s'ils n'apprécient pas, ils ne lâcheront pas Poutine, parce que si Poutine devait partir, ça serait pour la Chine, le cauchemar, c'est un régime pro-occidental en Russie. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Mais Alexandre Kateb, le problème, en fait, pour en revenir à ces BRICS, est-ce que c'est plutôt une sorte de lien idéologique, politique entre tous ces pays, ou est-ce que c'est un lien
économique, parce que là, quand on parle de la Chine, on voit bien qu'il y a une idéologie commune, un soutien même assez fort de la Chine à la Russie, mais en même temps, on sait très bien qu'elle est le premier partenaire commercial des États-Unis. Donc difficile, elle pourrait peut-être même faire l'objet de sanctions si effectivement il y avait un renforcement des sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine. Donc c'est compliqué en fait. Sans faire de mauvais jeu de mots, je dirais que les deux dimensions géopolitiques et économiques sont imbriquées. Et c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui dans le contexte post-guerre en Ukraine, notamment avec cette économie des sanctions et en retour l'économie de la résilience ou de la résistance qui a été mise en place par la Russie, qui est observée d'ailleurs de près par d'autres grandes puissances également, y compris la Chine, qui verrait un scénario se répéter s'il y avait demain un conflit en mer de Chine avec Taïwan. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui toutes sortes de scénarios qui sont élaborés. Dans ce cadre-là, ce qui importe, c'est de trouver ce genre de viatique, de solutions qui permettent, en cas de crise profonde, de continuer à commercer, de continuer à financer des projets d'investissement. Mais sans les États-Unis ou avec les États-Unis. C'est ça l'idée, c'est une autonomisation tout de même de ce groupe. Si un jour il devait y avoir une rupture, une coupure en deux du monde, ces solutions permettraient jusqu'à un certain point, en fait, de garantir un certain nombre de mécanismes de fonctionnement élémentaires des économies de ces pays. Sachant que les BRICS sont dominants dans les matières premières, dans l'énergie, et aujourd'hui en technologie, avec la Chine qui a fait des prouesses dans ce domaine, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment très en retard par rapport au bloc occidental. Et cette banque, donc dirigée par Dilma Rousseff, qu'on a vu qui était l'ancienne présidente brésilienne, qui en fait partie de ces BRICS, parce que c'est pas une institution, il faut le dire, mais il y a cette banque. Est-ce qu'elle a un impact? Il me semble, c'est 4 milliards de prêts, 4 milliards de dollars par an, donc c'est tout petit. Ça reste anecdotique à ce stade, mais c'est surtout quelque chose qui est en devenir aujourd'hui. D'ailleurs, les statuts, tout ça évolue en permanence. Et même les technologies et les mécanismes financiers sous-jacents, parce qu'il ne s'agit pas de répliquer ce qui existe dans les autres pays ou dans les institutions comme la Banque mondiale. Voilà, l'idée, c'est d'innover, de proposer des solutions alternatives basées sur la blockchain, sur les technologies numériques, qui ne vont pas forcément reproduire une offre qui existe déjà, comme celle de la Banque mondiale, par exemple. Mais donc, c'est dirigé contre les États-Unis quand même. C'est pas dirigé contre les États-Unis, mais c'est un mécanisme plus. Je vois ça plutôt comme une défense qu'une attaque. Jean-Maurice Ripert, je vous vois opiner. Ce qui est très compliqué, c'est que pour examiner ce qui se passe exactement, il faut quand même en revenir aux fondamentaux et au contexte. Et pardon d'être toujours l'oiseau de mauvais augure, mais la réalité d'une partie des pays qui viennent et qui sont attirés, c'est qu'ils ont été en partie ruinés, ou ils sont tombés sous la coupe financière de la Chine à travers l'initiative Ceinture et Route, qui ne sont pas des prêts au développement. Toutes ces banques, elles prêtent de l'argent à un taux élevé, plus élevé que celui des Européens, par exemple. Donc une partie de ces pays sont tenus, passez-moi l'expression. Et il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente. Quand vous ne pouvez pas rembourser... Ils sont contraints, là, lorsqu'ils font partie des BRICS? Ils ne sont pas contraints, mais ils sont obligés de rester au plus près de ce qui se passe, de ce que veulent les Chinois, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, tout simplement, que les Chinois leur demandent de rembourser leurs dettes. Peut-être la présence des pays d'Asie du Sud-Est, qui peut-être... Oui, alors, par ailleurs, il ne vous a pas échappé que parmi les pays qui sont candidats, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, ce ne sont quand même pas des grandes démocraties. Donc moi, je veux bien qu'on dise toujours c'est contre les États-Unis, mais enfin, que je sache, l'Iran... l'Éthiopie, etc. Et ceux qui sont là, parmi ceux-là, la Corée du Nord, oui. Mais donc, si vous voulez, pour faire un bloc anti-occidental avec un Sud global, il faudrait quand même que ces pays soient aussi un minimum d'accord entre eux. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Je n'ai pas besoin d'expliquer que depuis que l'Inde et le Pakistan sont entrés dans l'organisation de Shanghai, on ne parle plus de politique. C'est impossible. Comment voulez-vous faire? Et de penser qu'un jour, l'Inde et la Chine vont faire un tandem, puisque c'est quand même le plus grand pays du monde aujourd'hui, c'est l'Inde, ça n'est pas la Chine. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Économiquement, ça n'est pas le cas. Donc tout ça est quand même, il faut aller au-delà des mots quand même, il faut voir la réalité. Donc avant de pouvoir s'en prendre aux États-Unis, et par ailleurs c'est extrêmement important ce que vous dites, je crois, la Chine a besoin de l'Occident. Je veux dire, la Chine s'est faite avec les règles du capitalisme international, prônée par les Occidentaux, entre guillemets. Mais là, est-ce qu'elle n'a pas un positionnement, Pascal Boniface, qui justement la pousse à avoir un discours anti-occidental?
Non, enfin il faut distinguer le positionnement chinois et russe. Malgré les déclarations de l'amitié solide comme le roc, éternel, etc., ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et disons que la Chine est un peu obligée de soutenir la Russie parce qu'elle veut pas un effondrement de la Russie, mais le comportement russe, elle le trouve très erratique. J'imagine que l'affaire Prigojine, ils ont dû halluciner en Chine de voir l'affaire Prigojine. C'est pas comme ça que ça serait passé chez eux. Ils pensent que Poutine n'a pas vraiment tenu son pays. Mais une fois encore, il ne faut pas que la Russie tombe. Et la Chine se présente un peu, c'est vrai qu'au sein des BRICS, c'est quand même la grande puissance. Elle a un PIB bien plus important que tous les autres. Et la question d'élargissement, la Chine aimerait bien élargir ce club parce que plus il sera élargi, plus elle sera au cœur d'un système plus Donc grand. elle a intérêt à élargir. Les BRICS, c'est un groupe de pays. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays ont des économies en pleine croissance et veulent en quelque sorte se serrer les coudes pour peser plus lourd face aux pays occidentaux comme les États-Unis et l'Union européenne. Lors de ces sommets, les dirigeants se retrouvent pour discuter de gros sujets économiques et politiques ou même environnementaux. Ils parlent de la coopération, du commerce, l'alliance stratégique et de comment éviter d'être trop dépendant des États-Unis ou de l'Europe face au dollar. Vladimir Poutine, le président de la Russie, est très investi dans des BRICS. Parce que c'est une façon pour lui de montrer que malgré les tensions internationales, la Russie reste influente depuis l'invasion de l'Ukraine. En 2022, de nouveaux membres des pays occidentaux ont pris des sanctions contre elle. Ces sanctions affectent l'économie russe et isolent le pays sur la scène internationale. Par exemple, les conséquences des BRICS qui représentent une sorte de plan B pour Poutine. Un moyen de montrer qu'il a toujours des alliés puissants et qu'il peut continuer à faire avancer ses intérêts même sans le soutien des pays occidentaux. En plus, ce sommet lui donne l'occasion de faire une démonstration de force. Cela signifie qu'ils veulent prouver que la Russie n'est pas affaiblie et qu'elle peut toujours influencer les décisions mondiales. Maintenant, parlons de Antonio Guterres. C'est le secrétaire général de l'ONU. Secrétaire général de l'ONU, une organisation qui réunit presque tous les pays du monde entier pour essayer de maintenir la paix, défendre les droits de l'homme et lutter contre les inégalités. La rencontre entre Poutine et Antonio Guterres est importante parce que les deux hommes n'ont pas eu de discussion directe en Russie depuis avril 2022. Au tout début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis cette invasion, l'ONU et de nombreux pays sont en désaccord avec les actions de la Russie. Mais même si les relations sont tendues, ils savent pertinemment qu'ils doivent se parler pour éviter des tensions encore plus graves. En gros, c'est comme des voisins en discussion qui se disputent et se rencontrent pour essayer de limiter les dégâts et éviter que la situation s'empire. Pendant cette rencontre, on peut imaginer que Guterres et Poutine vont aborder plusieurs sujets délicats dans le monde actuel. Premièrement, la situation en Ukraine. Guterres, représentant de l'ONU, aimerait probablement rappeler à Poutine l'importance de la paix et du respect des droits humains. Mais Poutine, de son côté, va premièrement insister sur sa vision des choses en disant que la Russie agit pour se protéger de l'OTAN, l'alliance de défense des pays occidentaux, qu'il considère comme une menace pour son pays. Et il va probablement défendre son point de vue et de tenter à justifier ses actions en Ukraine, même si beaucoup de gens et des pays ne sont pas d'accord avec lui.